j'ose même pas vous demander d'applaudir, tellement je vous sens. Oh. Ah oui, il est content. Vous faites que tous les deux, donc voilà, vous avez le choix. Vous mettez là, je vais mettre à côté de vous. Alors, comme je disais, M. Gambé, c'est le directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises du Bénin. Agence qui est toute jeune, mais qui, semble-t-il, fait déjà des miracles. Ah, ouf. Bon, ça commence bien. Pourquoi ouf? Oui, non, pas ouf. Mais la tâche est tellement grande que, quel que soit le pas que vous faites, vous êtes toujours très loin de l'objectif. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que dans notre pays, les entreprises se créent, vivent, se développent. Et donc, la tâche est lourde. Et nous avons besoin de repenser nos processus d'accompagnement des entreprises, de travailler sur l'écosystème, de travailler sur les structures d'appui, parce que ce sont nos bras armés pour accompagner les entreprises. Ce matin, lors des échanges, et notamment lors de l'intervention du ministre d'État et du président de la BRVM, vous avez bien senti que nous devons être attentifs à innover, à adapter l'ensemble des dispositifs qui existent aux différentes situations que nous vivons et à la typologie de nos PME. Ce qui se fait ailleurs n'est peut-être pas complètement adapté aux besoins en fait, de nos PME. Donc nous avons une structure de PME dans le secteur de l'entrepreneuriat dans notre pays qui fait que 90 à 95% des entreprises de nos pays sont des PME. Et j'ai bien apprécié l'intervention de M. Zézé, qui, je pense qu'il doit être dans la salle. Oui, celui qu'on entend rigoler depuis tout à l'heure. Oui, merci. Et qui précise que tout ce qui concerne en fait les fonds d'investissement, nous devons avoir des fonds qui s'adaptent à la caractéristique en fait de nos PME. Et bien évidemment aujourd'hui les fonds, la plupart des fonds qui existent ont des tickets d'entrée qui sont élevés, alors même que la caractéristique de nos PME, c'est que les besoins sont plus limités et ont une capacité à faire plus rapidement effet de levier. Or, les différents dispositifs qui existent font que lorsque une PME a besoin de se faire accompagner sur le plan du financement, bien évidemment, elle ne s'adresse pas de manière automatique aux banques parce qu'elle n'est pas structurée, elle ne peut pas être présentée de telle manière que les banques puissent l'accompagner. Et donc, il faille regarder tout ça et avoir un dispositif d'accompagnement qui lui permette d'évoluer pour être en capacité d'être aidé, accompagné par les banques. Et donc ce dispositif, c'est la mise en place de fonds qui permettent justement d'adresser ces besoins qui sont moins importants, ce n'est pas 2 milliards, c'est 50 millions, 100 millions, 300 millions, qui permettent réellement en fait, à l'entreprise de trouver solution aux problèmes qu'elle a aujourd'hui. Bien souvent, en fait, les PME que nous avons dans nos pays sont des PME qui ont des marchés. Les marchés existent. Simplement, il arrive un moment dans la croissance de l'entreprise où il manque, par exemple, un BFR, fonds de roulement, ou une capacité à investir pour augmenter sa capacité parce que le marché lui demande d'avoir en fait des produits en plus grande quantité. Or, la PME n'a pas la capacité en fait d'augmenter son laboratoire, d'augmenter sa capacité de production. Et la PME sollicite justement d'être accompagnée. Les dispositifs que nous avons nous conduisent bien souvent aujourd'hui à ce que les banques réclament 3 états financiers.
Or, la plupart de ces structures ont d'abord commencé par être dans l'informel, puis ont évolué et sont parfois en fait des établissements, oui, des entreprises personnelles physiques, des entreprises individuelles, et n'ont pas fait le pas en fait d'être une SARL. Vous voyez bien que les besoins de financement ne peuvent pas être les mêmes. Or, 95% en fait de notre tissu économique est constitué de ces entreprises-là. Justement, j'imagine que quand on vous a proposé de prendre la tête de cette agence, vous aviez déjà ce diagnostic à l'esprit et vous aviez donc une idée des solutions que vous comptiez apporter en 2 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu être mis en place par l'Agence de développement des PME? Quelles sont les choses que vous faites déjà qui peut-être doivent être encore renforcées ou améliorées? Non, je ne dirais pas la vérité si je disais que j'avais déjà les solutions lorsque j'ai pris la responsabilité de l'agence. On a un écosystème, on a des choses qui existent, qui sont liées en fait à l'état de notre économie. Et lorsque vous êtes amené à prendre cette responsabilité, vous êtes amené à regarder en fait non seulement ce qui existe au sein de la structure, la DPME, mais également vous devez vraiment bien analyser l'écosystème. Et vous avez l'écosystème et vous avez en fait des programmes qui sont déjà établis, arrêtés. Et donc vous devez essayer de voir comment vous pouvez adapter ces programmes à la perception que vous avez de ce qu'il faut faire pour transformer votre écosystème. Si vous n'avez pas des structures d'appui qui sont en capacité techniquement de pouvoir vous accompagner, vous avez une difficulté. Si vous n'avez pas des dispositifs qui vous permettent de pouvoir, non seulement lorsque vous identifiez les difficultés d'une entreprise, de pouvoir adresser de manière spécifique ces difficultés, vous avez un problème. Lorsque vous n'avez pas les moyens financiers de pouvoir accompagner l'entreprise pour lui permettre de s'équiper, pour lui permettre d'augmenter sa capacité de production, pour lui permettre d'accéder au marché, AUX, aux différents marchés, vous avez des difficultés. Justement, on parle beaucoup d'innovation, de transformation. Qu'est-ce que l'agence a aujourd'hui comme atout pour adresser ces problèmes que vous diagnostiquez? Quelle est la différence de l'agence du MENA par rapport à d'autres agences de la sous-région? Qu'est-ce qu'on a mis en place qui pourrait vraiment faire en sorte que les PME dont on parle, qui ont des besoins importants mais qui n'arrivent pas à capter ces ressources, vont s'adresser à l'agence? Alors, ce qui est remarquable dans la situation de notre pays, c'est que nous avons des autorités qui ont une perception de l'entreprise, qui savent ce que c'est une entreprise. Lorsque le ministre d'État, Ablaye Diothiané, a parlé tout à l'heure, il sait ce que c'est une entreprise. La haute autorité au Bénin sait ce que c'est une entreprise. Donc, ce que nous avons de spécifique ici, c'est que les autorités, au plus haut niveau, savent ce que c'est une entreprise. Et lorsque les sujets sont posés, elles ont cette capacité, ces autorités ont cette capacité de dire adaptons le dispositif, évoluons de telle ou telle manière. Et donc, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas coincé en fait, dans votre volonté d'innover, de faire évoluer les dispositifs. Ça, c'est quelque chose de spécifique à notre pays. Nous n'avons pas un cadre rigide qui nous contraint à appliquer simplement ce qui existe depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous adaptons quotidiennement les dispositifs que nous mettons en place par rapport aux situations qui sont posées. Des situations concrètes. Justement, concrètement, on peut avoir un ou deux exemples palpables pour que l'assistance se rende bien compte de ce qui se fait, de ce qui différencie l'agence de MENA. Un exemple qui me vient à l'esprit tout de suite, nous avons aujourd'hui un programme qui est un programme d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin. Ce programme est financé par l'État, l'Union européenne et l'Agence française de développement.
Dans ce programme, il y a un certain nombre de règles. Nous devons accompagner 540 entreprises sur 3 ans ou 4 ans. Et donc, les règles sont posées. L'État a eu à un moment donné la volonté d'accompagner des entreprises et de faire des champions nationaux. On a dit, dans chaque secteur, on va identifier 2-3 entreprises, on va pousser à fond pour en faire des champions nationaux. Mais ce dispositif n'était pas du tout prévu en fait, dans le cadre en fait, du programme. Nous avons discuté en interne, nous avons travaillé avec la Caisse des dépôts et consignations, nous avons porté le sujet au niveau de nos autorités et la décision a été prise d'adresser les partenaires techniques qui nous accompagnent au besoin pour modifier le dispositif. Premier exemple. Donc, aujourd'hui, nous contribuons à créer dans chaque secteur, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans l'agroalimentaire, nous identifions 2-3 entreprises et nous mettons le maximum pour les accompagner pour qu'ils deviennent des champions nationaux. Deuxième exemple. L'État a pris la décision d'interdire l'importation de volailles surgelées. C'est une décision. Mais pour ce faire, pour mettre en œuvre cette décision, il faut travailler à faire en sorte que puisse produire localement. Nous importons chaque année au Bénin à peu près 120 000 tonnes de volailles. La consommation de volailles dans notre pays, c'est 20 000 tonnes. Donc, théoriquement, nous avons une capacité à faire en sorte que de la valeur ajoutée très très importante soit produite dans notre pays et exportée dans les pays de la sous-région. Au lieu que les produits viennent de l'extérieur et que nous les distribuons dans les pays de la sous-région, nous allons les produire ici. C'est autant de valeur ajoutée, autant d'emplois, autant de business pour nos jeunes. Là également, il a fallu tordre en fait le dispositif qui existait pour intégrer le fait que nous allons accompagner 1000 agriculteurs, 1000 jeunes en les équipant, en construisant pour eux des poulaillers, en mettant en place tout un dispositif avec des vétérinaires, avec des agrégateurs, et alors que ce n'était pas du tout prévu en fait dans le cadre d'enfants du fruit. Actuellement, nous sommes en train de modifier le programme pour complètement s'adapter à cet objectif du gouvernement qui est de faire en sorte que 1000 de nos jeunes s'intègrent en fait dans le dispositif pour permettre justement à notre pays de gagner le pari de la production d'au moins 120 000 tonnes de volailles dans notre pays. On peut avoir une idée du point de réalisation de ce projet. Nous sommes en cours de reformulation en fait du projet et nous avons embarqué aussi bien en fait le programme qui existe aujourd'hui que la Banque mondiale dans le cadre de ce dispositif. Ailleurs, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué de modifier un programme qui existe déjà, sur lequel nous sommes lancés, sur lequel toutes les semaines nous faisons des comités de sélection pour identifier des entreprises à accompagner. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Alors que là, aussi bien le ministère de l'économie et des finances que le ministère de l'Emploi et le ministère de l'Emploi, tout le monde est embarqué pour faire modifier le dispositif de manière à pouvoir l'adapter à nos nouveaux besoins, des besoins qui n'étaient pas identifiés lorsque le programme a été formulé. D'accord. On est en train de dire qu'il faut, pour être efficace, avoir une capacité de réaction et une souplesse dans la gestion des textes, de la réglementation, etc., pour faire en sorte que toutes les idées qui permettent de booster les PME puissent être mises en œuvre assez rapidement, c'est ça? Absolument. Il y a des situations nouvelles qui sont créées, il y a des situations qui existent, il n'y a pas de difficulté, on les adresse, mais il y a des situations nouvelles qui sont créées du fait en fait, de la politique de l'État. L'État veut s'adapter, l'État veut créer des emplois, l'État veut créer de la richesse, et dans ces conditions-là, il faut que nous puissions nous adapter. Je prends un troisième exemple, c'est au niveau du tourisme. Nous avons aujourd'hui des programmes, aucun de nos programmes que nous gérons aujourd'hui n'adresse de manière spécifique en fait, ce secteur d'activité qui est le tourisme, qui est quand même le deuxième pilier de développement et de transformation structurelle de l'économie de notre pays. Et donc, nous avons signé hier
une convention avec l'agence qui s'occupe du tourisme dans notre pays, Bénétourisme, pour les accompagner dans le développement de tout ce qui est hôtellerie, restauration, tout ce qui est programme tour opérateur. Mais ce n'était pas du tout prévu en fait dans le programme. Donc, ce qui est important dans tout ce que nous faisons, c'est notre capacité à nous adapter aux situations qui se présentent devant nous, traiter ce qui existe de manière permanente, mais également s'adapter en fonction, bien évidemment, en fait, des priorités édictées par le gouvernement. Alors, ça, c'est côté AGPME. On a un dispositif très souple, très agile, capable de réagir, d'innover. Côté PME, comment ça se passe, comment on est reçu aujourd'hui à l'AGPME? Qu'est-ce que l'AGPME propose une fois que toute cette réglementation est mise en place en termes de dispositifs, en termes de logistique pour accueillir des PME, des porteurs de projets, et quel type d'accompagnement leur apporter? Alors, les dispositifs que nous pilotons aujourd'hui nous permettent d'accompagner des PME lorsque les projets existent. C'est-à-dire qu'une PME qui vient, qui travaille déjà ou qui ne travaille pas encore, mais qui a un projet structuré, organisé, le dispositif est prêt pour l'accompagner. Et ça marche assez bien aujourd'hui parce que nous avons industrialisé le processus en mettant en place en fait une plateforme qui permet, quel que soit le lieu où se situe sur le territoire national, de soumettre son dossier. Bien évidemment, nous pouvons accueillir de manière directe les porteurs de projets. Lorsqu'il y a des spécificités, nous traitons les spécificités, mais ce sont des spécificités que nous traitons, je dirais, entre guillemets, à la main. À la main, c'est-à-dire que le promoteur vient, on discute, il y a une spécificité, on essaie d'analyser avec lui cette spécificité et on traite. À côté de ça, il y a bien évidemment des projets que nous n'avions pas. Il y a des personnes qui viennent présenter des idées qui ne sont pas encore des projets. Mais lorsque vous échangez avec ces porteurs d'idées, vous dites, là il y a du business, belle idée, très très belle idée, ça peut marcher. Mais une fois que vous avez échangé avec le porteur de projet et que vous avez pris congé en promettant, le porteur de projet vous promet qu'il va revenir en ayant structuré et organisé en fait ses idées, vous le perdez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est trop compliqué pour lui. Vous savez, il y a des gens qui ont des idées, qui sont très très bons en fait, dans la conception en fait, d'idées, mais qui ne sont pas très très bons en fait, dans la mise en forme, dans la production de documents qui nous permettent réellement en fait, de pouvoir travailler sur des données. Et donc, parfois, vous perdez tous ces gens-là. Et donc, c'est ce que nous ne faisons pas encore très bien. C'est-à-dire que nous devons réfléchir également à mettre en place un dispositif qui, en amont en fait, du projet organisé et structuré, que peut nous amener quelqu'un qui connaît en fait un secteur d'activité, qui connaît un domaine et on sent qu'il a la capacité de porter son projet jusqu'au bout. À côté de ça, il y a des jeunes et des moins jeunes qui, à un moment donné, ont des idées, qui ont envie de faire certaines choses, mais qui n'ont pas encore fait complètement la démarche. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous devons réfléchir à mettre en place des dispositifs qui permettent en fait de les capter et de travailler avec elles et de porter l'idée jusqu'au stade de projet. Mais pour ça, il faut de l'accompagnement. Il faut une organisation, des structures d'appui qui sont avec nous et qui sont capables de faire ce travail-là. Ça nous permettrait en fait de capter beaucoup d'idées, de transformer beaucoup d'idées en projets. Et dans ces conditions, je pense que nous rajoutons en fait au dispositif actuel une capacité supplémentaire à accompagner les PME, à transformer en fait des idées en projets, des projets en succès. La JPME, c'est combien de collaborateurs? Alors, la DPME a été créée, c'est à la suite en fait de la liquidation de cette structure. Donc l'État a voulu rationaliser en fait toutes les structures qui, peu ou prou,
accompagne les PME. Et donc l'État a supprimé cette agence et a créé la DPME comme guichet unique. C'est-à-dire qu'au Bénin, quel que soit ce que vous faites, si vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'être accompagné, quel que soit le domaine d'accompagnement, vous avez un seul guichet unique, c'est l'ADPME. Et donc, aujourd'hui, l'ADPME, c'est une structure qui est jeune, qui monte en puissance. Hein, et le fait d'avoir mis en place en fait une plateforme, ça nous permet en fait d'optimiser les ressources humaines consacrées au développement de notre activité. Et donc, nous sommes à peu près une trentaine. D'accord. Répartis sur le territoire ou essentiellement... Non, essentiellement à côté de nous, hein, mais justement la plateforme nous permet justement de nous déployer et nous avons un programme avec la Chambre de commerce et d'industrie avec lesquels nous travaillons, mais nous allons travailler encore vraiment de manière beaucoup plus importante dans le futur parce que la Chambre de commerce, elle a des représentants au niveau de l'ensemble du territoire. Nous allons travailler avec eux, former leur personnel aux outils de la DPME de manière à ce que nous puissions nous démultiplier et optimiser les ressources publiques consacrées justement à l'accompagnement des PME. D'où la mise en place, j'imagine, du partenariat solide avec les différents acteurs. Absolument, absolument. Très bien. Les ambitions, les projets, la suite de la DPME? Mais notre ambition, c'est cette année d'accompagner au moins 250 PME. Et dans le secteur agricole, au minimum une centaine d'entrepreneurs avicoles que nous devons accompagner. Centaines sur le projet qui va... Sur le projet de 1000, nous allons cette année, en phase pilote, accompagner au minimum une centaine. Quelles sont les conditions à remplir pour entrer dans ce projet? Les conditions à remplir... Il faut s'y connaître en poulet ou... Ah non, pas forcément, mais il faut avoir envie de le faire. Pas forcément se connaître parce qu'il y a une formation qui est prévue, financée par le prodige. Donc les jeunes sont sélectionnés sur base de motivation. Ils sont formés à l'agriculture, ils sont mis dans la formation. Ça dure combien de temps? Ça dure 1 mois, la formation, hein, et ils sont mis à disposition d'agrégateurs. Donc on a identifié sur l'ensemble du territoire 7 agrégateurs, gros agrégateurs, et on va leur confier la responsabilité d'encadrer en fait ces jeunes, hein, parce que les agrégateurs ont besoin de la production de ces jeunes. Ils ont besoin de la production. Donc ils sont les mieux placés pour savoir la qualité du produit qu'ils souhaitent. Et l'État prend la responsabilité de former les jeunes. L'État prend la responsabilité d'investir dans les équipements, dans les poulaillers, c'est-à-dire chaque jeune doit avoir au moins 1000 têtes. C'est l'État qui finance ça. 100%. 100%. Finance les 1000 têtes, finance les poulaillers, hein, finance le vétérinaire, tout le dispositif d'accompagnement, c'est l'État qui finance. L'idée, c'est de faire en sorte que, à la sortie, c'est-à-dire chaque mois, le jeune ait un revenu moyen qui est de l'ordre de 300 à 350 000 francs par poulailler. Et donc c'est ça l'objectif. Notre objectif, je signale, c'est de combler d'abord les 20 000 poulets chers que nous allons perdre du fait de l'interdiction et d'en profiter pour aller jusqu'à 120 000 au minimum, compte tenu du fait que les marchés existent déjà, parce que nous importons 120 000 tonnes. Donc les circuits existent déjà pour exporter vers les pays de la sous-région. Et c'est ça l'idée. Et ça va nous donner une capacité de résilience et la valeur ajoutée créée restera dans notre pays. D'accord, très bien. Le temps presse. Est-ce que quelqu'un dans la salle aurait une question? Non. Monsieur le côté. Alors on n'a plus d'hôtesse. Quels sont les écueils que vous rencontrez? Parce que moi, je veux bien qu'on soit dans une logique d'aider des idées de projet,
de faire développer le secteur avicole et tout, mais nous sommes confrontés à des problématiques fortes de gouvernance dans nos entreprises. Parce que vous êtes en amont. Donc la question, encore une fois, qu'on va vous poser, comment vous faites pour le suivi pour que ces entreprises-là ne se limitent pas au stade de start-up? Parce que le problème que nous avons, encore une fois, il est là. Moi, les prix non performants que j'ai, ce n'est pas des banques. Ce sont des entreprises. Et nous avons toujours voulu, justement, appuyer ces sociétés en création, que les banques commerciales ne veulent pas faire. Donc c'est ça le rôle de la banque de développement. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait pour pérenniser ces structures? Et malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les structures familiales ont du mal à ouvrir leur capital à des institutionnels ou autres qui peuvent leur apporter ne serait-ce que le know-how en termes de compétences et de renforcement de gouvernance. Comment est-ce que vous adressez cela? Parce que nous voulons des entreprises pérennes en fait. Merci. Oui. Alors, je n'ai pas été au bout en fait du dispositif que nous avons mis en place au niveau de l'ADPME dans le cadre du programme PAEB. En fait, le dispositif il est celui-ci. Lorsqu'une entreprise s'adresse à nous, ce qu'on fait en premier, on qualifie sa demande, son projet, et on l'adresse à une structure d'accompagnement des entreprises que nous avons sélectionnées, présélectionnées, qui est une structure qui travaille avec nous. Nous en avons 12. 12 ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel d'offres et nous les avons retenus. Nous affectons, en fait, ces PME qui s'adressent à nous, nous les affectons, en fait, à la structure d'appui. Le rôle de la structure d'appui, c'est de faire, dans un premier temps, un diagnostic complet de l'entreprise, son organisation, son dispositif de suivi, de contrôle, son marché. Donc, la structure d'appui nous revient 15 jours après avec un diagnostic sur l'entreprise. Ce diagnostic nous permet d'identifier avec la structure d'appui quel est le dispositif que nous allons mettre en place pour accompagner l'entreprise. On les identifie, ce que nous faisons, c'est que nous estimons combien ça peut coûter et nous présentons l'ensemble du dossier, parce que ça peut être un dispositif d'appui qui consiste bien évidemment à un appui technique et ou un appui financier. Une fois qu'on a fait ça, le dossier est présenté à un comité de sélection. Ce comité de sélection est composé de la Chambre de commerce, des banques, du Fonds national de développement agricole lorsqu'il s'agit de projets qui sont agricoles, de la Caisse des dépôts et consignations, parce que la Caisse des dépôts et consignations est amenée parfois à rentrer au capital en fait de sociétés. Et ce que nous faisons, c'est que nous faisons venir la structure d'appui et le promoteur qui planche devant nous. À l'issue en fait de cette séance, nous décidons du dispositif d'accompagnement. Certification, non, les normes, certificat, parce que bien évidemment sur certains marchés, si vous n'êtes pas certifié, vous ne pouvez pas aller sur ces marchés. Au niveau intérieur, si vous n'avez pas l'autorisation de mise sur le marché, vous ne pouvez pas vendre en fait au niveau des distributeurs. Donc, si vous n'êtes pas structuré, organisé, si vous n'êtes pas un responsable financier, comptable, il y a un certain nombre de choses que nous devons mettre en avant parce que nous ne mettons pas un centime dans une entreprise si on ne s'est pas assuré que techniquement, sur le plan technique, l'ensemble du dispositif permet à l'entreprise de pouvoir absorber, bien évidemment, les fonds que nous mettons à sa disposition. Mais, ce que je dois dire, c'est que une fois qu'on l'a mis en place, qu'on a décidé, c'est la structure d'appui qui accompagne l'entreprise au quotidien. Tous les mois, nous avons des comités de suivi qui permettent justement de s'assurer que ce qui a été décidé est bien évidemment réalisé dans les délais prévus. Donc, comité de suivi, parce que nous avons mis de l'argent, nous avons fait un certain nombre de choses, et ensuite, il y a un comité de suivi qui est mis en place. Et cet accompagnement dure 2 ans.
Donc pendant 2 ans, l'entreprise est accompagnée. Et tous les mois, on fait un point. Et c'est ce dispositif qui doit nous garantir que, bien évidemment, l'entreprise suit une trajectoire que nous avions prévue au départ. Et s'il y avait une difficulté, on se réunit pour voir, discuter avec l'entreprise. Donc, ce n'est pas un accompagnement one shot. On n'accompagne pas une entreprise comme ça, et puis on dit, bon, allez-y, débrouillez-vous, et on se verra lorsque vous aurez bien avancé. C'est pas ça. Voilà le dispositif que nous avons mis en place pour s'assurer que, bien évidemment, ce qu'on met dedans va donner les fruits qu'on a espérés lorsqu'on a pris la décision de l'accompagnement. Oui, celui-là fonctionne mieux. Désolé. Madame Connet, on dirait qu'il s'en sort bien. Hein. Il parle bien. Hein. Ouais. On attend les résultats. Bon, on attend les preuves. Le temps tourne. Je vois beaucoup de mains levées. C'est difficile de dire non. Monsieur à côté, une. Voilà, monsieur à côté dit une seule. C'est pas moi, c'est monsieur à côté qui l'a dit. Bon, Merci. Je suis Igor Kofi, promoteur de la marque Casus. Je ne prends pas la parole pour poser une question, mais pour dire un merci au gouvernement. Nous sommes une entreprise qui bénéficie des accompagnements il y a de cela 2 ou 3 ans. On sortait, on cherchait des partenaires à l'extérieur, mais aujourd'hui, grâce à l'accompagnement du gouvernement, nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Notre entreprise bientôt deviendra une industrie parce que nous avons des machines qui seront installées grâce à l'accompagnement du gouvernement. Je dis merci, un grand merci au gouvernement et surtout à la DPME, représentée par M. Gambès. Merci. merci pour votre question. Je pense qu'on va... Une vraie question, ok. Madame Thiam. C'est une question qui ne nécessite pas forcément une réponse ici immédiatement, mais c'est aussi une réflexion. Parce qu'en fait, depuis ce matin, j'entends un certain nombre de choses et on voit des initiatives intéressantes. Donc au niveau du Bénin, on sait qu'il y a des initiatives similaires dans pas mal de pays, notamment de la région et du continent. Ma question, mon interrogation, c'est de se dire, mais à quel moment est-ce qu'on réfléchit à comment, pas mutualiser, mais en tout cas fédérer toutes ces initiatives, avoir une réflexion commune, parce que les problématiques sont certainement identiques, notamment en ce qui concerne les PME, le profil de ce type d'entreprise. Donc est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une réflexion un peu plus large pour bénéficier des enseignements ou alors de ce que d'autres pays ont pu faire avant nous? Je crois que c'est un des objectifs principaux de ce conclave, qui est de sortir d'ici avec justement, comme l'a dit Didier ce matin, des piliers par secteur et faire en sorte que, je crois qu'il y a des gens qui viennent du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, etc., faire en sorte que justement les sachants de chacun des secteurs puissent travailler ensemble et passer au-delà de ces barrières inutiles qui nous sont dressées tous les jours, mais on ne va pas faire de politique. Et je vais remercier mon interlocuteur de ce début d'après-midi. C'était un peu difficile de vous avoir avec nous parce que tout le monde somnole après ce déjeuner bien copieux. Mais je pense que les panels qui suivent vont vous réveiller. Merci beaucoup. Merci de l'applaudir. Merci. C'était concret, c'était pratique. Ce conclave